Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Perturbations météorologiques, les dégâts causés sont sans gravité majeure selon les services de la protection civile qui ont été mobilisés pour intervenir et assurer la sécurité des citoyens. Interview exclusive accordée à Canal Algérie, Ségolène Royal dénonce les postures politiciennes en France et appelle à un dialogue responsable avec l'Algérie. Situation sociale au Maroc, les citoyens dénoncent les conditions de vie indignes, démontrant un profond décalage avec les discours officiels. Les détails dans un instant. Et nous terminerons par une halte à Béjaïa, perle de la Méditerranée et carrefour de civilisation au riche héritage historique et culturel. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la situation météorologique marquée par des vents violents ayant touché plusieurs wilayas du pays a enregistré des niveaux records avec des rafales atteignant 140 km/h. Face à ces conditions extrêmes, les services de la protection civile et de la sûreté ont été mobilisés afin d'assurer la sécurité des citoyens, intervenir en urgence sur le terrain et limiter les dégâts matériels. Amira Sefta. Panneaux de signalisation arrachés, arbres déracinés, voitures endommagées et murs effondrés. Les dommages causés par les violentes rafales de vent qui ont balayé plusieurs régions du pays au cours des dernières 24 heures, sans lésions, mais heureusement sans gravité majeure, selon les services de la protection civile. Les services de la protection civile ont enregistré 162 interventions dans 24 wilayas, principalement liées à la chute d'arbres, de poteaux électriques et à des effondrements partiels de structures fragiles. 4 personnes ont été légèrement blessées et prises en charge sur place, tandis qu'une famille de 4 membres a été évacuée à titre préventif dans la wilaya de Naama. La situation est maîtrisée, aucun décès n'a été enregistré et nos équipes restent mobilisées sur l'ensemble du territoire. Si la situation a pu être maîtrisée, c'est grâce aux mesures préventives prises par les pouvoirs publics et à la vigilance des services de la protection civile qui ont appelé les citoyens à observer les consignes de sécurité. Et parmi les mesures préventives prises hier face aux perturbations météorologiques, les autorités locales de la wilaya de Constantine ont procédé à la fermeture temporaire des anciens ponts de Mellah Slimane et Sidi Msid afin d'assurer la sécurité des citoyens. Maïsel Bouhala. La ville des ponts suspendus a redoublé de vigilance hier pour limiter les dégâts des vents violents qui ont touché de nombreuses régions du pays. Les autorités ont procédé à la fermeture des ponts Sidi Msaïd et Mellah Slimane. Réputées pour leur grande hauteur, les deux structures ont été interdites à la circulation des piétons et des véhicules. Une décision exceptionnelle qui n'avait plus été observée depuis au moins 20 ans. Par mesure de sécurité, les autorités ont décidé de fermer l'accès à ces 2 ponts suspendus, qui sont très fréquentés, ce qui les rend très dangereux. C'est une belle ville, j'aime beaucoup Constantine. C'est l'une des plus belles villes d'Algérie pour moi. C'est la première fois que je vois les portes fermées, ça fait 2 ans que je viens ici, d'habitude c'est ouvert. Je salue les autorités pour la fermeture de ce pont. Cela nous permet de rester très conscients de la gravité de la situation et de l'importance de rester vigilants pour notre sécurité. Grâce aux médias et aux services de la protection civile, nous avons été pleinement informés. Les mesures mises en place sont à la hauteur. Le centre de vidéosurveillance assure un suivi constant et guide les équipes sur le terrain pour intervenir immédiatement en cas de danger. Seul le respect des consignes de sécurité à travers notamment la limitation des déplacements est à même de limiter les dégâts. Selon les services de la météorologie, les vents devraient se maintenir avec des vitesses oscillant entre 50 et 70 km/h jusqu'à l'expiration du bulletin météorologique spécial prévu cet après-midi. Et les dernières pluies ont eu un impact positif à Jidjel. Les barrages de la région affichent des taux de remplissage élevés, à commencer par le barrage de Kissir à El Rouana, rempli à 100%, ce qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau potable et de soutenir les activités agricoles. Badé Amani.
Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la wilaya de Jijel durant cette saison hivernale ont permis des taux de remplissage exceptionnels de ces ouvrages hydrauliques, à l'exemple du barrage Kessir à Al Awana, rempli à 100%. Nous avons enregistré un taux de remplissage de 100%, soit un total de 59 millions de mètres cubes. Le barrage a reçu ces derniers jours 2 610 000 mètres cubes. Le barrage Kessir alimente en eau potable 3 communes de la wilaya, Jijel, Lawana et Tahir. Le remplissage de ce barrage permet l'amélioration de l'alimentation des populations en eau potable, notamment en été. Le taux de remplissage total des barrages de la wilaya a atteint plus de 80%, soit plus de 10 millions de mètres cubes d'eau de pluie reçue. La wilaya de Jijel est dotée de 5 barrages qui ont enregistré un taux de remplissage dépassant les 87% en 48 heures. Suite aux dernières précipitations, les barrages de Kessir et de Boussiaba connaissent un taux de remplissage de 100%. Le remplissage des barrages de Jijel contribuera non seulement à améliorer l'alimentation en eau potable des foyers, mais devrait également contribuer à la relance de l'activité agricole dans la wilaya, au soutien des surfaces irriguées et à l'amélioration du rendement de la production agricole. Nous vous proposons à présent cet extrait de l'entretien accordé à Canal Algérie où la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, est revenue sur les raisons de son refus de participer à l'émission Complément d'enquête. D'abord, est-ce vrai que vous avez refusé de participer à ce reportage et quelles ont été vos raisons? Oui, j'ai refusé de participer à ce reportage. Je devais être l'invité dans les fauteuils rouges à la fin du reportage. Mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit c'est inadmissible. Alors, imaginez qu'une télévision publique algérienne fasse un reportage comme ça sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que dirait la France. Comment est-ce que vous pouvez même concevoir une chose pareille, où il n'y a pas un seul sujet positif? La présidente de l'AFA a également dénoncé la stigmatisation de la diaspora algérienne et le fait que Complément d'enquête ait jeté le discrédité sur les élus binationaux. Choquant, mais je pense que ce reportage a été commencé quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur. Donc ça ne m'étonne pas. Je pense que ça aurait été orienté. Et l'objectif de ce reportage, quand on y réfléchit bien, c'est de disqualifier les binationaux. Parce que vous avez un son anonyme d'une élue qui raconte qu'elle a des pressions du consulat, alors que si vous interrogez tous les binationaux, d'une part, et d'autre part, je veux dire, les consulats sont toujours au contact, quels que soient les pays, au contact de leurs ressortissants, effectivement, pour dynamiser et pour qu'ils donnent une bonne image de leur pays. Ce n'est pas de l'ingérence, comme c'est présenté dans ce... Mais il n'y a aucune preuve, Donc, vous voyez, le mécanisme qui consiste à disqualifier les élus binationaux, à injecter ce petit poison du soupçon d'ingérence, c'est signé, et d'une part, et d'autre part, comme par hasard, c'est à 2 mois des élections municipales. Oui. Et toujours dans le contexte des relations tendues entre Alger et Paris, les propos racistes tenus par Arnaud Klarsfeld sur la chaîne CNews continuent de susciter une vive polémique, appelant à de vastes rafles d'étrangers. Ces déclarations n'ont pas été sans conséquence. Le Conseil d'État a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, tandis que le premier secrétaire du Parti socialiste a saisi le procureur de la République pour incitation à la haine et à la violence. Afef Belhochette. Les mots sont lourds et ils ne doivent rien au hasard. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout. Des propos d'une telle brutalité qu'ils suscitent d'abord l'incrédulité. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, pense à un faux, à une provocation fabriquée, à une blague de très mauvais goût. Avant de comprendre qu'il s'agit bien d'une déclaration réelle, il annonce alors un signalement auprès du procureur de la République française pour provocation à la discrimination et à la haine. Même réaction du côté des écologistes qui confirment une saisie de la justice. Le Parti communiste, lui, franchit un pas supplémentaire. Son député Stéphane Peu annonce vouloir saisir le président de la République française. À tout le moins, ça mériterait
une expression du président du Conseil d'État. Et puisqu'il a été nommé au tour extérieur par le président de la République, peut-être que cette nomination soit remise en question par le seul qui peut la remettre en question, c'est le président de la République lui-même. Car cette affaire ne concerne pas un polémiste, non. Arnaud Klarsfeld est conseiller d'État, membre de la plus haute juridiction administrative du pays. Face à la gravité des propos, le Conseil d'État ouvre une procédure disciplinaire, une décision rare qui souligne le caractère exceptionnel de la situation. Dans la foulée, les syndicats de magistrats administratifs publient des communiqués particulièrement fermes, dénonçant les déclarations incompatibles avec les obligations déontologiques de la fonction. Mais la réaction ne se limite pas aux cercles politiques et institutionnels. Une partie de la société française exprime une colère plus profonde. Les héritiers des générations de l'immigration, citoyens français pourtant, disent leur inquiétude face à des mots qu'ils estiment lourds de menaces. À la Grande Mosquée de Paris, la condamnation est sans détour. Lorsque certains discours en viennent à banaliser l'exclusion ou à convoquer des mots indignes de notre passé, les valeurs humanistes de la France sont trahies. Des rafles, on parle encore de rafles contre des étrangers en 2026. Cette affaire ne surgit pas isolément. Elle s'inscrit dans un climat plus grave, marqué par une parole publique de plus en plus décomplexée, notamment à l'égard des musulmans. Un climat que plusieurs observateurs décrivent comme une dégradation progressive du débat public. C'est vrai qu'on est dans une position vraiment, dans une situation un peu difficile. Il y a un climat malsain. Malheureusement, ceux qui effectivement sont pris comme cible en priorité, c'est les musulmans. L'affaire Klarsfeld ne se résume donc pas à une polémique de plateau. Elle pose des questions très concrètes, celles de la capacité des pouvoirs publics, si ce n'est leur volonté, à fixer des limites claires et à les faire respecter. Dans l'actualité toujours, la Commission africaine de l'énergie a indiqué dans un rapport que l'Algérie figure parmi peu de pays africains ayant atteint un taux d'accès à l'électricité et au gaz proche de 100%. Grâce à des politiques publiques fortes et à des infrastructures énergétiques solides, le rapport précise également que l'Algérie a maintenu un taux de couverture de 100% d'accès à l'énergie malgré la croissance démographique, principalement grâce à ces infrastructures énergétiques bien établies et aux subventions publiques soutenues. La chaîne d'approvisionnement en énergie bien développée et l'engagement du gouvernement algérien ont permis aux nouveaux ménages de s'intégrer sans heurts dans les systèmes énergétiques modernes. Concernant les énergies renouvelables, l'Afrique salue les avancées réalisées par l'Algérie tout en soulignant les défis liés à l'augmentation de la part des renouvelables et à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. L'Union générale des travailleurs algériens a organisé hier à la Maison du Peuple à Alger une cérémonie de recueillement à la mémoire de son ancien secrétaire général Abdelhak Ben Hamouda. À l'occasion de la 29e année de son assassinat, le 28 janvier 1997, la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UJTA, Ammar Tardout, de membres de la famille du défunt Abdelhak Ben Hamouda, ainsi que de représentants des fédérations syndicales, de travailleurs de différents secteurs et entreprises économiques et d'acteurs de la société civile. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative du défunt au siège de la centrale syndicale. Abdelhak Ben Hamouda, figure emblématique du mouvement syndical algérien, il s'était illustré par son engagement en faveur des travailleurs et par sa défense acharnée de la patrie et des valeurs syndicales pour lesquelles il s'est sacrifié. Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, et suite à une embuscade exécutée dans la zone de Rennama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, des détachements combinés de l'armée nationale populaire, des gardes frontières et des douanes algériennes ont éliminé hier soir 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine. Il s'agit des dénommés Adda Abdallah, Azza Mohamed et Serfaga Kondoussi, ainsi que l'arrestation d'un 4e narcotrafiquant dénommé Azza Mimoun, de même nationalité. Les mis en cause ont tenté de profiter des conditions météorologiques que traversent certaines régions du pays pour mener leur action criminelle. Lors de cette même opération, 74 kg de kiff traités, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 4 téléphones portables et d'autres effets
faits ont été saisis. Cette opération de qualité confirme une fois de plus le haut degré de vigilance des unités de l'armée nationale populaire avec toutes ses composantes et envoie un message ferme à tous ceux qui tentent de violer le territoire national ou de porter atteinte à son intégrité et sa sécurité. Alors que le Maroc soigne son image à l'international, des voix s'élèvent à l'intérieur du pays pour dénoncer une réalité sociale alarmante, témoignages de familles démunies, conditions de vie indignes, chômage et absence de services essentiels. Ces cris de détresse mettent en lumière le profond décalage entre les discours officiels et le vécu de la population. Walid Benouis. Vous voulez la Coupe du Monde alors que vous n'êtes même pas capable de faire vivre dignement votre peuple. Nous vivons une situation catastrophique. Rien ne résume mieux la misère au Maroc que ce cri de détresse d'un enfant brisé, écrasé par un système méprisant. Une parole brute qui reflète la réalité d'un peuple livré à lui-même. Vous voyez, mon épouse, ma fille de 18 ans et mon fils Yahya dorment à même le sol par ce froid. Ils ont tout détruit. Ces images révèlent une réalité que les discours officiels cherchent à masquer. Les grandes manifestations et les mises en scène festives servent avant tout à détourner l'attention du décalage profond entre l'image projetée et le vécu de la population. On dirait que nous sommes colonisés, pas de justice, pas de loi, pas de sécurité, rien. À travers la dépossession des Marocains de leurs biens, le Merzen porte atteinte à leur dignité. Nous mourrons de faim, nous vivons dans une situation inacceptable. Des citoyens de seconde zone frappés de plein fouet par le chômage et la misère. Ils ont privatisé les hôpitaux et fermé les écoles et ils nous ont vendus. Nous payons le prix de leur mauvaise gestion. En 2026, des familles sinistrées vivent encore dans des abris de fortune, en proie aux intempéries, pendant que l'image du Maroc se construit à l'extérieur. À l'intérieur, les populations marginalisées continuent de souffrir en silence. Et en Belgique, le parti Rifin a organisé une soirée artistique à l'occasion du Nouvel An à Mazir, réunissant plusieurs artistes Rifin engagés. Cet événement a renforcé la présence de la culture à Mazir comme espace d'expression libre et a confirmé que la scène culturelle en diaspora est portée par les enfants du RIF attachés à leur défense, à la défense de leur cause nationale jusqu'à leur indépendance. Bonne nouvelle pour les enseignants, chercheurs et les étudiants de l'enseignement supérieur. Désormais, ils ont la possibilité de vendre et d'exploiter financièrement leurs brevets d'invention. Une avancée qui permet de valoriser leur travail et de soutenir l'innovation scientifique. Mais Zahra Chbot. Transformer une idée en un projet économique viable, c'est le pari relevé par de nombreux étudiants et chercheurs algériens. Ils s'engagent aujourd'hui dans des initiatives innovantes, notamment en ingénierie inverse, avec l'objectif de répondre à des besoins concrets du marché et de renforcer l'économie nationale. Concernant la deuxième machine que nous possédons, elle permet de travailler différents types de tôles métalliques avec des épaisseurs allant de 1 mm à 6 mm au maximum. Cela nous aide à valoriser ces projets et à les concrétiser sur le terrain. Au niveau de l'établissement, nous assurons la maintenance des équipements et veillons à la continuité du travail en utilisant des méthodes technologiques avancées.
Nous ciblons et attirons particulièrement les étudiants et les chercheurs brillants, porteurs d'idées et de projets innovants, afin de transformer leurs prototypes en réalisations concrètes. Cette entreprise publique s'inscrit dans le cadre des projets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle propose plusieurs services au profit des entreprises nationales. Au cœur de cette dynamique, ce centre assure l'accompagnement et la structuration des projets innovants. Il offre un cadre favorable à la valorisation des travaux de recherche et met en avant les détenteurs de brevets, considérés comme des acteurs clés dans le développement de solutions applicables au profit des entreprises économiques. Un nouveau décret exécutif vient d'ailleurs consolider ce dispositif et donner une impulsion à l'écosystème de l'innovation. Dans ce contexte, un nouveau décret récemment publié marque une avancée importante. Pour la première fois, il encadre clairement la valorisation des brevets d'invention et intègre les stagiaires au dispositif. Autre changement majeur, la part des revenus issus des projets de recherche passe de 30 à 60%, avec pour la première fois une reconnaissance claire de l'étudiant. Une démarche qui traduit l'intérêt de l'État pour la recherche scientifique en offrant de nouveaux leviers de motivation aux étudiants et chercheurs appelés à libérer leur potentiel et à contribuer activement à la construction d'une économie nationale solide. Patrimoine à présent et direction Béjaïa, perle de la Méditerranée et haut lieu du savoir. Carrefour de civilisation, la ville a accueilli au Moyen-Âge de grands savants et érudits dont l'héritage continue de marquer son rayonnement culturel. Reportage de Hichem Daou. Période médiévale, Béjaïa a été un véritable foyer de savoir et de culture, attirant de nombreux savants qui ont laissé une empreinte marquante dans divers domaines tels que la philosophie, les sciences, la médecine et la poésie. Cette zaouia existait au XVe siècle et ce nom revient au nom du Cheikh Sidi Touati qui était là, qui était un wali salah et il était un grand savant. Durant cette époque-là, l'amiral ottoman Piri Reis avec son oncle Kamal Reis, ils sont venus ici à Béjaïa où ils ont hiverné 2 ans dans l'institut de Sidi Touati. L'amiral Piri Reis a donné vraiment des précisions dans son livre Kitab al-Bahri sur le saint Touati. Il a donné des informations très précises sur la ville de Béjaïa. Donc comment il faisait? Il côtoyait les captifs espagnols et les captifs portugais et il y avait certains qui faisaient partie de l'expédition de Christophe Colomb. De là, il a pu avoir des informations pour établir ses cartes et son fameux livre, une grande œuvre, Kitab al-Bahri. Et Piri Reis a assisté à l'agression de Béjaïa par les Espagnols. Béjaïa était également connu pour ses universités et ses écoles, où de jeunes érudits étudiaient diverses disciplines. Nous sommes au quartier Sidi Wali, à côté du musée de géologie, et vous êtes ici dans un espace qui s'appelle Espace Ibn Raqam, la placette Ibn Raqam. Pourquoi Ibn Raqam? Parce que Ibn Raqam est un éminent astronome andalou de Béjaïa. Il est mort en 1315, mais il était ici à la fin donc du XIIIe siècle et il a réalisé ici à Béjaïa des tables astronomiques qui sont mondialement connues. Ces tables servent à déterminer par exemple l'horaire de la prière, le début du mois de Ramadan, etc. Et vous voyez ici, donc, puisque Ibn Raqam est un éminent donc, astronome, nous avons ici conçu ce cadran solaire horizontal qui permet donc à des scolaires de venir ici et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Béjaïa a longtemps été un centre intellectuel et culturel notable, surtout durant le Moyen-Âge. Les savants et intellectuels qui y ont résidé ont eu un impact significatif sur son histoire. À Kigali, l'Algérie affronte la Tunisie ce jeudi à 18h en demi-finale du championnat d'Afrique de handball. Après un parcours difficile mais concluant, les Verts visent la finale face à la Tunisie, tenante du record de titres. Un duel historique et très attendu, 2 géants du handball africain.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.